exemple, comme démonstrateur, quoi. Alors, nos objectifs, c'est de montrer un document. Ah, excusez-moi, j'ai un problème d'ordinateur. J'ai un problème d'ordinateur, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez, Cédric? Oui, c'est bon, nous Vous t'entendons. m'entendez. Donc, les objectifs, c'est montrer un déroulement réaliste à partir d'un sujet qu'on va découvrir ensemble. Nous avons un fichier Excel de sujets, puis on va choisir, j'en ai un en tête, et puis on verra, ce sont des sujets que je n'ai absolument pas explorés. Et il s'agit aussi pour nous de démythifier l'outil et de montrer à des néophytes ou à des gens qui ne l'ont pas trop pratiqué comment ça marche concrètement, en déroulant à peu près toutes les étapes, et en ce faisant, de faire comprendre les racines de l'efficacité de cet outil. On va essayer de comprendre pourquoi ça marche, le comment ça marche et le pourquoi ça marche. Donc, ce sujet, comment je vais le choisir? C'est un sujet ni trop simple, parce qu'un sujet du style stylo, lampe de poche qu'on voit dans les études ne convainc pas, ni trop complexe, parce qu'on n'a pas le temps, bien entendu, ni surtout trop spécialisé, parce qu'on va avoir besoin de comprendre la problématique tous ensemble, vous et moi, bien entendu. Alors, le sujet, je vais essayer, mais j'ai ce problème d'ordinateur. C'est parfait. On voit le fichier Excel. Donc ça, c'est Voilà. toutes les personnes qui nous ont proposé des sujets quand ils se sont inscrits. Euh, alors je savais que, je crois que plus particulièrement, euh, tu Alors, avais été j'avais intéressé identifié, par des repas, c'est ça? voilà, j'avais identifié le sujet qui se trouve à la ligne 101, passage par la Christelle, société Elior, d'un repas en Christelle barquette. Dupuis. Est-ce qu'elle Voilà, serait présente, Christelle Dupuis? question. Si vous êtes par là, Christelle, levez la main, qu'on puisse vous identifier et, et voir. Excusez-moi, je vois pas du tout l'écran par contre. Ah, vous êtes Christelle là, c'est Non, ça? je suis pas Christelle, mais Ah, je vois pas l'écran. euh, On le voit, Est-ce que, nous, quand est-ce même. que d'autres tout le monde personnes... le voit, j'ai l'impression. Alors c'est bizarre que vous ne le voyez pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à activer pour pouvoir voir l'écran? Non, normalement, ça doit. Vous voyez la figure de Jemil? Est-ce que vous voyez la tête de Jemil? Pas Non, d'écran du il a tout. pas mis de Alors, c'est caméra, non, si? que non, non, normalement, on est en caméra là. Ah, alors j'ai Donc, un c'est problème. vous qui avez un problème, certainement, oui. Alors, on voit quelques sujets. Est-ce que Christelle s'est signalée, Cédric? Non, je n'ai pas de signalement de Christelle. Christelle, si vous êtes présente, vous pouvez peut-être lever la main ou nous faire un Un petit sujet geste. comme exosquelette, compétences, création d'un site internet, enfin beaucoup de sujets intéressants et compliqués. Génie civil des bâtiments d'un îlot nucléaire. Donc, je vais, Christelle arrive, je en feuillette fait, c'est pour qu'on voir sort de ceux cours. qu'on n'aurait pas vus. Ah, Statistiques des ingénieurs, système de retraite. peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît Christelle, j'ai l'impression, c'est ça? Oui, on lui a envoyé un message pour qu'elle se connecte. En fait, on vient de sortir de cours et elle arrive. Ah, bah D'accord. alors ça sera très Ben, on va bien, ça garder sera celui-là. Donc. très sympa. Mais Donc, je pense qu'on va garder ce on va thème-là, prendre ce Jemil. sujet-là. On prend ce sujet? Oui, on prend ce sujet. Alors, ça sera donc Christelle, l'heureuse élue, pour traiter ce sujet. Alors, le sujet, c'est des repas en barquette pour les patients au lieu du service à l'assiette, c'est ça? Donc, ça doit C'est sûrement être dans un lieu de santé. c'est dramatique. Le repas embarqué. On y arrive, c'est bien. Au Voilà, lieu là, du on te service voit, Jamil, on voit Alors, ton... le programme que je vais vous proposer, c'est un exercice de frustration, cette chose en très peu de temps, plutôt un exercice de concentration, puisqu'on va essayer de focaliser sur ce qui est important dans chaque paragraphe, dans chaque chapitre. Ici, je vous propose dans un certain détail ce que nous allons dérouler, mais en réalité, il n'y a que 4 blocs. Il y a un premier bloc, il s'agit de la problématique sur laquelle on va se pencher. Le deuxième, ça va être
La définition du système, nous sommes en systémique, j'y reviendrai. Le système qu'on analyse, donc le produit du projet. Le troisième bloc, ça va être préparer la recherche de solutions en essayant de définir les besoins à satisfaire par le système futur. Et puis, le dernier bloc, ça sera préparer la décision, formaliser un cahier des charges, etc. Donc, ce sont ces items que nous allons dérouler et nous allons commencer par le premier, poser la problématique. Là, je vais avoir besoin de Christelle. On ne fait pas d'analyse fonctionnelle gratuitement. Elle est à l'intérieur d'une opération qui généralement est une opération analyse de la valeur. Et il s'agit de ne pas se tromper de projet. C'est surtout ça, finalement, c'est un garde-fou, un guide pour l'équipe projet, pour l'entreprise qui lance le projet ou le décisionnaire. Ne pas se tromper de projet. Vous êtes dans votre bateau que vous pilotez, vous êtes sur une côte française et vous voulez traverser l'Atlantique. Si vous vous trompez d'un degré, bien évidemment, vous risquez non pas d'arriver aux États-Unis, mais d'arriver au Canada. Donc, ne pas se tromper de projet, c'est très, très important. Ne pas se tromper de besoins. Est-ce que nous avons bien identifié les besoins principaux, tous les besoins? Est-ce que nous en avons fait le tour? Voilà. Est-ce que nous les avons dimensionnés au bon niveau de performance? Ne pas surdimensionner les besoins. Et surtout, ne pas se tromper de solution, avoir une solution, avoir les critères qui permettent de choisir une solution qui répond à l'ensemble des besoins et aux objectifs stratégiques du projet. Alors, il y a une liste de questions qu'on peut se poser en début de projet. Là, vous aurez une trame de ces questions-là qui est, j'essaie de récupérer mon document, mais j'ai du mal. Voilà. Voilà. Cette trame est affichée. Cédric va vous l'envoyer à la fin de ce webinaire. Les questions qu'on se pose sont des questions simples. Qui est-ce que nous sommes? Là, je demanderai à l'auteur du sujet de nous dire où est-ce qu'elle se situe. C'est un consultant externe dans ce projet-là. L'organisation de la décision, qui est le décisionnaire de ce projet-là? Est-ce qu'il y a un comité? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce qu'il y a un poids entre les décisionnaires? Quel est l'objet précis de l'étude? Quels sont les éléments déclencheurs de l'action? C'est très important au début d'un projet. Pourquoi on lance ce projet? Quels sont les périmètres, les parties prenantes, les contraintes? Voilà, un certain nombre de questions que vous verrez tranquillement à tête reposée. Et là, on va quand même donner une minute ou deux à Christelle pour qu'elle puisse nous dire. Alors, elle est pas encore présente, elle va arriver, je suppose. Je ne l'ai pas encore vue arriver. Donc, on va te laisser continuer à animer D'accord. tout ça Alors, avec je des vais me substituer, suppositions qu'elle je vais me viendra. substituer à elle. Elle pour vient d'envoyer répondre à un cette message comme quoi elle n'arrive pas à se connecter en fait. Ah, Très, très bien. Donc, le produit pour moi de ce projet-là, c'est ça y est, je crois une organisation de distribution, de fourniture, de repas dans un hôpital. Voilà, nous avions dans cet hôpital une organisation de repas avec une cantine interne, et puis maintenant on décide de se tourner vers un fournisseur, Elior ou d'autres, un fournisseur pour pouvoir fournir ces repas dans des conditions satisfaisantes. Alors il y avait des insatisfactions à l'origine de ce projet, par exemple les repas n'étaient pas à l'heure. Ça s'est allé entre 11h30 et 1h, donc c'était très désagréable pour les malades. Les repas étaient froids, la qualité n'était pas bonne. Enfin voilà, il y avait des insatisfactions. Et puis une insatisfaction de la direction, ça coûtait très cher. On pense que dans cette nouvelle organisation, ça coûtera moins cher. Donc on est chargé, nous sommes une équipe d'organisateurs au service de la direction de l'hôpital pour analyser cette problématique-là et poser les éléments. Alors, le but de ce produit, nous avons deux niveaux, donc un niveau projet avec des exigences de niveau projet et un niveau produit qui est cette organisation future. Son but, c'est de fournir des repas en quantité et qualité aux malades, dans les horaires aussi, dans les horaires. Je ne peaufine pas la définition, là, que j'improvise comme ça, puisqu'on le ferait dans un vrai sujet, mais c'est bien ça, le but de l'organisation. Une organisation, ça va comprendre un processus, ça va comprendre des moyens matériels, ça va comprendre des gens qu'on va former, etc. Et il s'agit de fournir des repas à l'heure, en quantité et en qualité, aux malades de cet hôpital-là.
On va commencer donc maintenant à dérouler la démarche avec l'inventaire des interacteurs. Les interacteurs, mais peut-être avant une petite pause pour vous dire comment on pratique l'analyse fonctionnelle, c'est un outil qu'on déroule en groupe. Là, je vous projette une photo d'un groupe de travail en Tunisie. C'est une usine chimique, MPC Prokim, c'est une usine qui fabrique des alkydes pour les peintures. Et il y avait 2 études chez eux, avec une sur un processus de fabrication dans le but d'économiser des ressources, et puis un processus aussi de supply chain. Donc, vous avez une équipe, alors au début de votre analyse fonctionnelle, il faudra bien constituer une équipe et travailler en présentiel au moins la première séance pour que les individus composant le groupe appréhendent leur personnalité, puissent comprendre comment ils réagissent et puissent, dans le futur, pouvoir travailler de façon efficace à distance. Alors, ça se réalise avec des outils tout simples. Là, c'est du brown paper, c'est l'utilisation d'un papier craft pour dérouler un processus, pour modéliser un processus. Vous voyez, avec des petits bouts de papier. Et puis, on travaille sur le paperboard, on travaille avec des outils classiques. Et de préférence avec ces outils rustiques, sachant qu'après, on va passer à des outils logiciels. Ici, vous avez une visualisation du processus en Excel. Alors, inventaire des interacteurs, de quoi il s'agit? Nous posons au centre de notre système à étudier, nous posons l'objet de l'étude, le produit en question. Donc, on va l'appeler organisation repas. C'est fourniture repas. Hein. Jemil, je peux te couper quelques secondes parce que Oui. Christelle Dupuis nous a rejoint. Alors, je ne sais pas Oui, si, alors si elle peut prendre la parole si elle juste nous une entend. minute. J'ai vu qu'elle Oui. nous avait rejoint. Voilà. Christelle, est-ce que vous nous entendez? Ah. Christelle Dupuis. On va zapper. On va hein, continuer, puis quand elle Donc, nous cette entendra, organisation n'hésitez future, pas à prendre la parole, Christelle. Oui, cette organisation future, c'est une boîte noire. Je ne sais pas comment elle sera au début, l'équipe ne sait pas comment elle sera composée. D'ailleurs, on ne sait même pas si ça sera Elior ou une autre société ou même une organisation interne. Donc, on fait abstraction de toute solution, mais ça dans une boîte noire et on va définir les interactions, qu'est-ce qui fait système avec cette boîte noire, les interactions que peut avoir cet objet-là futur avec les éléments de l'environnement. C'est quoi les éléments de l'environnement? Eh bien, je vais mettre d'abord les malades. C'est ceux qui vont manger, donc ils sont forcément en interaction avec cette nourriture. Il y a forcément les repas. Et alors maintenant, je vais vous demander de taper dans le chat les interacteurs que vous imaginez. Qu'est-ce qu'il y a comme interacteur autour d'une organisation de fourniture de repas? Alors Cédric, si tu peux me dire Oui, à la volée. exactement. Exactement. Je vais prendre alors un cuisinier, on me dit, l'hôpital, cuisinier, Cuisinier. Donc c'est le personnel. voilà, l'hôpital. L'hôpital. Les fournisseurs de matières premières. Alors, fournisseur de matières premières, une personne vient de nous dire. Attends, j'ai mon écran qui se... Les fournisseurs. Est-ce que tu as mis l'hôpital? L'hôpital, je le mets. Les diététiciens. Diététiciennes. Les quoi? Diététiciennes. Diététicien. Oui, oui, ceux qui s'occupent d'équilibrer les repas, donc de faire les menus. Les cuisiniers. Ah oui, tu as mis. Les horaires. Est-ce que les horaires sont un interacteur? Les horaires. Les locaux. La salle de restauration. Les locaux, ouais, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Infirmières. Les infirmières, peut-être pas. D'accord, c'est peut-être les aides-soignants, les gens qui vont aider à manger certaines personnes, peut-être? Oui, les soignants. Oui. Il y a aides-soignants, voilà. Le plateau par lui-même. Le plateau. Alors, le plateau, on est sur la solution. Elle n'existe pas. On ne sait pas si c'est un plateau, si c'est à l'assiette, si c'est... Le service financier qui va budgétiser. Voilà, le financier.
le service financier. Est-ce que la L'hygiène, réglementation, l'hygiène, ah ouais, là. Alors, l'hygiène, je vais hygiène, mettre les règles d'hygiène. Et puis, on va s'arrêter là. Hein. ça suffit. Merci bien, merci à tous d'avoir participé. Donc, vous voyez, ça fait le système, en le complétant, bien entendu. Mais alors, une fois qu'on a mis ces interacteurs-là, on a commencé à effleurer le problème, les données du problème. En réalité, derrière, il y a des informations qui nous manquent. Et vous voyez, ce que nous venons de faire en direct, c'est ce qui a été fait chez MPC Prokim à propos d'un processus, vous voyez, qui est dans la boîte noire, et puis les interacteurs qui sont autour. Donc, on procède dans la vraie vie de la même façon. Alors, interacteurs, je vais en prendre deux et qu'on va essayer de caractériser. Interacteur A, je vais prendre le repas, par exemple. Le repas. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un repas par rapport à cette organisation future? Qu'est-ce qui est important à connaître? Qu'est-ce qui est important à gérer? Quels sont les paramètres qu'il va falloir gérer? Alors, il y a un paramètre qui me vient à l'idée, c'est le nombre de repas, évidemment. Est-ce que vous en avez d'autres à l'idée? Alors, je regarde Dans le si, chat, si toujours, certains dans le chat, toujours dans des le chat, préférences pour la qualité du repas, on nous dit, les calories, qualité. l'aspect, la température, Oui, allergène, l'aspect, l'allergène ou je sais pas, c'est l'allergie, ouais, les les allergènes. allergies, les risques d'allergie, la Oui. couleur, pourquoi pas, je sais pas si on peut parler de couleur. On propose la couleur. Le volume, la consistance, savoir si c'est liquide ou pas. Oui, ça on m'a dit. Si Chaud, c'est une froid, ça on soupe, a dit. on ne va pas le livrer de la même façon. On va s'arrêter là. Je vais prendre un deuxième interacteur et je vais prendre par exemple le malade. Le malade ou la personne qui va manger. Donc, Voilà. Ouais. alors, il y a sa localisation. Alors, n'hésitez pas à mettre dans le chat, selon vous, les caractéristiques du malade. Oui, L'autonomie, les son cartes. autonomie, est-ce que ça marche? Son autonomie, tout à fait. Son poids, Alors, son poids, peut-être pas, je ne sais pas. sa maladie, Ses spécificités. Si justement il est allergique au ben voilà, gluten allergie, on me dit. ou s'il a tel ou tel problème, ses spécificités Et médicales. Hein. le traitement qu'il suit, est-ce que c'est ça aussi peut-être, Oui, qu'il y a un traitement, traitement? Ses goûts, traitement, spécificité, on me propose les goûts. des goûts, absolument. Ben, on va s'arrêter là, c'est suffisant. Alors, ces interacteurs-là, ce sont ce qu'on appelle les données du problème. Au début, je dois savoir, j'ai 250 malades, qui ont 5 ou 6 types de régimes différents, qui sont localisés sur 3 étages, qui ont des goûts, qui ont une capacité à se nourrir tout seul, autonome ou pas. Et pour les repas, j'ai des liquides et des solides, j'ai une certaine quantité à gérer, j'ai un nombre, une composition, une température et tout ça. Voilà, une fois qu'on a fait ce tour-là, on a fait le tour des données du problème. Alors, on peut se pencher sur la recherche, la préparation de la recherche de solutions, c'est-à-dire par rapport à ces interacteurs-là, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les fonctionnalités, les services à rendre qu'on va pouvoir identifier par deux démarches. La première démarche, je l'appelle inventaire intuitif. Vous avez fait une opération de cadrage, vous avez en tant que chef de projet rencontré toutes sortes de gens, des parties prenantes, des malades, vous avez rencontré des aides-soignants, vous avez rencontré des diététiciens, etc. Et ils vous ont exprimé un certain nombre de besoins, d'attentes, d'insatisfactions, de contraintes. Alors, un petit point sur le vocabulaire, besoin, qu'est-ce que c'est? C'est du point de vue de la partie prenante concernée ce dont elle a besoin, ce qui lui ferait plaisir, ce qui crée de la valeur à ses yeux. Donc, c'est un point de vue partie prenante. Fonction, c'est le même objet vu de l'autre côté, côté solution. C'est ce que la solution future, l'organisation future, devra faire pour satisfaire ce besoin-là. Fonction et besoin sont les deux faces d'une même pièce. Hein. Alors, comment formuler ça sous une forme purement fonctionnelle? Déjà, au cours du cadrage, est-ce que Christelle pourrait nous dire un ou deux besoins qu'elle a rencontrés?
Alors, Christelle, est-ce qu'elle peut parler? Je ne sais pas. Ou nous faire dans le chat aussi, si vous nous entendez, Oui, Christelle, oui. Juste en peut-être. quelques mots, une phrase, qu'est-ce que doit faire l'organisation? Ça, elle l'a entendu dire 50 fois et donc elle l'a certainement enregistré. Et Malheureusement, j'ai l'impression qu'elle n'arrive Christelle pas n'est à se pas connectée connecter. toujours. Alors, imaginons une réponse de Christelle. Alors, imaginons, je vais prendre la fonction que j'ai appelée F1, eh bien, fournir des repas. C'est le premier, le premier service, hein, c'est bien ça qu'on demande. Alors, fournir des repas à la bonne température. Si ce sont des plats glacés, des desserts qui soient bien froids, des yaourts qui soient bien frais, si c'est de la soupe, qu'elle soit bien chaude et pas trop chaude, etc. Alors, on peut avoir aussi des besoins qui ont été exprimés de cette forme-là, permettre le réchauffage au micro-ondes. Alors, cette chose-là qu'on a certainement entendue dans le cours du projet, c'est pas comme ça qu'on va le rédiger, parce que ça, c'est pas une fonction typiquement. Typiquement, ça fait référence à une solution qui s'appelle le micro-ondes, et permettre le réchauffage du micro-ondes, ça va pas nous apporter grand-chose, ça va nous enfermer dans cette solution micro-ondes. Alors, je vais déjà supprimer le micro-ondes, permettre le réchauffage des plats, et même ça, c'est encore une formulation qui est proche d'une solution, parce que si j'ai une cuisine qui est juste de l'autre côté du mur et que j'apporte le repas immédiatement à mes malades, eh bien, je n'aurai pas à les réchauffer. Réchauffer, ça veut dire que je les ai transportés, ils n'étaient pas chauds, ils étaient froids ou ils étaient tièdes, etc. Donc tout ça, c'est plutôt fournir du repas à la bonne température qui est l'expression fonctionnelle que je vais garder. Voilà. Alors, satisfaire les goûts des malades. Faire plaisir à l'œil, un plaisir esthétique. Est-ce que vous avez d'autres fonctions que vous pouvez imaginer comme ça, simplement? Dites-nous sur le chat, ou Christelle, je crois qu'elle est revenue, elle peut peut-être nous faire part de si elle arrive à nous entendre. Ouais, Christelle Dupuis a l'air d'être présente, mais n'hésitez pas par le chat à nous donner des fonctions intuitivement. Fournir les bons repas à la bonne personne. Fournir les bons repas à la bonne personne, parce que peut-être qu'il faut qu'on puisse identifier les personnes, non? C'est ça qu'on nous dit. T'as Oui, entendu? Ouais. j'ai compris. Les bons repas à la bonne personne. Là, il s'agit de respecter les régimes. Quelqu'un qui est intolérant au gluten, il ne faut surtout pas qu'il ait du gluten. Quelqu'un qui est diabétique, il aura le café non sucré. Voilà, organiser la distribution dans les horaires. Ah, on me dit aussi permettre de fournir son feedback sur les repas pris. Avoir un feedback sur les repas pris. Recueillir le feedback Voilà. des Euh, malades. On va gérer s'arrêter les là. déchets. Oui, recueillir les déchets, etc. Donc, on Voilà. va s'arrêter là, c'est suffisant. Maintenant, on va prendre une deuxième démarche, une démarche qui est complémentaire, parce que généralement, on fait les deux. Alors, en systémique, la systémique nous dit qu'une fonction, c'est une interaction je reprends le slide de tout à l'heure, entre ces interacteurs-là et l'organisation qui est au milieu, il se passe des interactions entre les deux. Par exemple, entre le cuisinier qui est ici et puis les malades ou les locaux des malades, l'organisation va faire quelque chose qui va s'appeler transporter. Le cuisinier fabrique le repas, eh bien, il est transporté des lieux de fabrication jusqu'aux locaux, par exemple. Euh, Maintenant, on va prendre deux interacteurs, malade et repas, ceux qu'on a caractérisés, et on va voir qu'est-ce que nous, on va pouvoir penser de ça. Excusez-moi, je vais trop vite. Voilà. Malade et repas. Alors, entre malade et repas,
Maintenant qu'on a bien centré notre préoccupation, qu'on a vu le type de formulation qu'on recherche, qu'est-ce que vous imaginez comme fonction entre malade et repas? Qu'est-ce qui se passe entre le malade et le repas? Je laisse les personnes réagir dans le chat, n'hésitez pas. J'en ai une pour préparer. Conforme aux exigences. Recevoir le bon repas. Alors, Repas et malade. alors évidemment, on va retrouver des fonctions qu'on avait notées en intuitif, c'est normal. Là, on est en train de les explorer un peu systématiquement. Je reviens sur mon œuf là. Délivrer des repas. On va parcourir en groupe les interactions qu'il peut y avoir entre malade fournisseur, malade diététicien, malade financier, malade cuisinier, malade règle d'hygiène, malade horaire. Et quand on aura fini ça, on fera locaux malade, locaux fournisseur, locaux diététicien, et on va faire le tour de la combinatoire. C'est un travail un petit peu bourrin, un petit peu lourd, mais très systématique, mais qui permet d'une part de ne louper aucune fonction, et d'autre part de faire apparaître toutes les fonctions, les croisements potentiels auxquels on n'aurait jamais pensé, donc toutes les innovations, des innovations qu'on va pouvoir proposer, parce que dans le cadre de l'analyse fonctionnelle, on propose aussi des innovations. Je reviens là, donc entre malade et repas, préparer des repas conformes aux prescriptions, préparer des repas conformes au goût, bien entendu, fournir le bon repas à la bonne personne, ça c'est l'organisation logistique. Et les délivrer les repas, délivrer le repas. C'est ce qu'on propose. Le repas à la bonne heure. Respecter des règles sanitaires. Oui. Permettre de le manger le repas. Oui. Alors, voilà. Comment on va rédiger ça? J'ai le malade et son repas, on va dire faciliter l'ingestion, comment c'était la consommation du repas? La consommation, ouais. Consommer le repas, en fait. Ouais, C'est-à-dire qu'il soit présenté en portions, qu'il soit adapté avec les couverts adaptés. Voilà, que ça soit peut-être déjà coupé, etc. C'est ce Voilà. qu'on dit. Hein. Fournir des outils nécessaires au malade pour consommer son repas, Voilà, c'est-à-dire les couverts, les cuillères, les pailles, etc. Donc, je vais m'arrêter là pour cet inventaire. Vous voyez, on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et beaucoup plus loin qu'avec l'intuitif. Dans l'intuitif, on va surtout sortir les fonctions principales. Bien entendu, tout le monde pense à l'essentiel et on va le mettre. Mais là, on ne mettra pas que le principal, on mettra aussi toutes les fonctions annexes, et y compris les fonctions liées à la logistique, puisqu'on va avoir des interrogations logistiques. Lorsqu'on a décrit avec une fonction, un service à rendre par l'organisation future avec un verbe actif, et c'est ce que doit faire la solution en citant les interacteurs concernés. Il faut lire les outils aux malades pour qu'ils puissent consommer les repas. Donc j'ai malade, un interacteur A, j'ai repas, interacteur B. Qu'est-ce que fait le système? Il fournit les ustensiles. Donc ça, on a une phraséologie qui est tout à fait princeps, qui est parfaite. Maintenant, il faudrait qu'on dimensionne ce besoin et on ne peut pas se contenter de dire fournir des repas. Pour dimensionner ce besoin, on a une préoccupation en analyse fonctionnelle, c'est le juste nécessaire. Bien entendu, toutes les préoccupations de coût, elles sont en dehors de l'analyse fonctionnelle. Ce sont des éléments de décision qui sont au niveau du projet. Une organisation ne va pas avoir une fonction de ne pas coûter cher. C'est le choix entre plusieurs organisations qui fera qu'on maîtrisera le coût. Donc le coût est un peu out de notre analyse fonctionnelle, mais on a bien tous conscience, et dans le cours de l'analyse fonctionnelle, il y a parallèlement des études économiques qui se font, que certains besoins sont plus coûteux, plus difficiles à satisfaire que d'autres, et que certains niveaux d'exigence sont plus difficiles à satisfaire que d'autres. Donc on va avoir la préoccupation de mettre les niveaux d'exigence le plus juste possible pour ne pas gaspiller l'argent. La méthode, l'outil qu'on utilise s'appelle le Criniflex. Alors, Criniflex, c'est tout simplement la concaténation des trois mots critères, niveau et flexibilité. Sur quels critères on va juger que le besoin est satisfait, quel est le niveau de performance qui est attendu sur ce critère et quelle est la flexibilité sur ce niveau, est-ce qu'on a une marge de négociation?
Alors, je vais mettre ici, ça c'est un petit tableau que j'utilise, c'est le format que j'utilise dans mes cahiers des charges avec mes clients, puisque j'ai été consultant pendant très longtemps. Ici, on va mettre une des fonctions qu'on avait identifiées ici. Préparer des repas. Alors, préparer les repas, voilà, on va prendre celle-là. Préparer des repas conformes aux prescriptions médicales des malades. Sur quels critères on va juger que cette préparation est conforme? Alors, on va se poser la question déjà de présence ou absence. De quoi? Absence de sucre pour les diabétiques. Voilà, ça c'est un premier critère. On va mettre absence de gluten. Pour les personnes qui sont intolérantes. Je m'arrête sur ces deux-là. Le nombre de repas aussi? Est-ce qu'on a le nombre? Le nombre de repas, c'est là ou pas? Là c'est plus générique, c'est préparer des repas tout court. Parce que là, c'est la conformité à des prescriptions médicales. Okay. Voilà. Et quantité. Quantité. Et puis, absence de protéines. Je mets un certain nombre d'interdictions comme ça. Alors, l'absence de sucre, élément mesurable. Comment on va mesurer? Qu'est-ce qu'on accepte comme dépassement quelque part? S'il y a une trace de sucre, par exemple, vous mangez un fruit, une pomme, il y a du sucre dedans. Un diabétique peut manger une pomme. Il y a une quantité de sucre qui est acceptable. Donc, on a un niveau d'acceptabilité pour le sucre qui va être, mettons, de 1 gramme par portion. Donc, le niveau de performance, c'est que le niveau de sucre soit inférieur à 1 gramme par portion. L'absence de gluten, ça va être pareil. Par contre, les fruits à coque, là, quand on va arriver au niveau de performance, eh bien, ce sera une absence totale. Donc, ça va être le niveau de performance, c'est 0, pas de trace. Et le troisième élément de ce tableau-là, de ce système Cliniflex, c'est la flexibilité qui va permettre la négociation dans le cadre du projet. Est-ce qu'on a le droit de déroger un peu, beaucoup passionnément? Bien, pour l'absence de sucre, la flexibilité sera 1 gramme. Si c'est 1 gramme et demi, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Donc, il faudra décider. Ce que nous utilisons, en schématisant, on va le ramener à 0 ou 1. 0, c'est s'il n'y a aucune flexibilité. Et 1, c'est si on peut discuter. On peut discuter si on a un avantage par rapport à d'autres, si ça coûte vraiment beaucoup moins cher, si ça peut, on pourra négocier quelque chose. Pour les fruits à coque, eh bien, la flexibilité sera à 0. C'est une exigence. Voilà. Ici, vous avez un exemple sur la chimie. Homogénéiser le produit fini dans la dilueuse. Critères d'appréciation, homogénéité de la répartition des composants initiaux, homogénéité de la température et durée acceptable de l'opération. Il faut que ça soit fait en moins d'1 heure, que les écarts soient inférieurs à 2 degrés entre tous les points de la dilueuse et que les écarts de composition soient inférieurs à 0,5%. Flexibilité 0. Préparer la décision, nous arrivons dans la dernière ligne droite. Vous avez identifié en groupe, avec des experts d'un petit peu tous les points de vue, des représentants des parties prenantes, des gens de la logistique, de la maintenance, vous avez identifié des besoins, des contraintes, et il va falloir à un moment se pencher sur l'ordre de priorité de ces besoins, leur importance, leur hiérarchie, parce que toujours pour des raisons économiques ou pour des raisons techniques, il y en a qu'on satisfera plus difficilement que d'autres ou qui coûteront beaucoup plus cher que d'autres. Donc, il est important au début du projet, au niveau du cahier des charges, de savoir quelle est votre marge de négociation. Et marge de négociation, on a la flexibilité sur le niveau de performance, mais là, c'est les marges de négociation par rapport aux besoins lui-même, c'est-à-dire sur les fonctions.
Hiérarchiser, c'est quoi les premières fonctions, les fonctions principales, celles sur lesquelles on va prendre des décisions, cette solution est bonne ou cette solution est mauvaise. Il y a des outils pour hiérarchiser. Nous en avions présenté un il y a un mois ou il y a 2 mois, je pense, Cédric, qui était la bague de Régnier. Il y en a d'autres, le tri croisé, la méthode des jetons, il y a beaucoup de méthodes pour hiérarchiser. L'objet n'est pas de rentrer dans ce détail-là, mais quelque part, pour préparer la décision, on a identifié qui étaient les décideurs et on leur fournit un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, on met des indications sur l'importance relative des différentes fonctions. Intégrer les besoins non fonctionnels, là aussi, il y a une liste de besoins non fonctionnels qui va vous être diffusée par Cédric à l'issue de ce webinaire, et intégrer aussi toutes les contraintes. Un cahier des charges formalisé, c'est un petit peu cette tête-là, et c'est là que je vais essayer de vous... Voilà, d'ouvrir un cahier des charges réel, celui de MPC Prokim, justement, pour que vous ayez un exemple sous les yeux. Alors voilà, MPC Prokim, cette boîte de chimie qui se trouve en... C'est un work in progress. La première partie d'un cahier des charges, un cahier des charges comprend 3 parties. Première partie, c'est le cadrage. Ce que nous avons fait ensemble au début du projet, nous allons mettre les orientations, les tenants, les aboutissants, les objectifs stratégiques pour l'entreprise, le pourquoi on fait cette opération-là, etc. Quelles sont les parties prenantes, la description de la gouvernance, tout ça, le cadrage est là-dedans. Donc le cadrage est là, l'environnement technologique, ressources humaines, cadrage, voilà, gagner en compétitivité, réduire les coûts, améliorer le service rendu, accroître l'adaptabilité au marché marocain, voilà le type de préoccupation qu'il y avait dans le cadrage. Ensuite, vous avez la présentation des fonctions, ce sont tous les petits tableaux Criniflex qu'on a fait, mais entre les deux, l'organigramme fonctionnel, ces fonctions, on ne va pas les présenter en désordre, on va les présenter suivant une organisation qu'on va décider, que le groupe va décider ensemble, qui pourrait être pour un process qui sera généralement chronologique, mais pas forcément, ça peut être des blocs logiques. Et entre la liste des fonctions avec leur petit tableau et le cadrage, on présentera un visuel. On essaiera d'avoir une présentation visuelle. Voilà, ça c'est la présentation visuelle de comment se situe toute cette supply chain amont et aval, par exemple, à l'intérieur du grand processus des flux de MPC Prokim. Donc, une orientation générale du lecteur du cahier des charges, ensuite une liste de fonctions avec, bien entendu, ce que vous avez vu, un Criniflex, critères d'appréciation, niveau de performance, flexibilité. Sélectionner le transporteur terrestre pour l'Algérie, la disponibilité, plus de 10 camions par jour, la réactivité qui sache réagir en moins de 24 heures, qui est un délai de prévenance maximum de 24 heures, le coût, les conventions actuelles, 2 semaines pour les inférieurs, 2 semaines pour d'autres destinations, etc. Donc, c'est un work in progress, donc les tableaux sont vides, mais vous voyez bien une fonction, valider l'acceptabilité de la commande, c'est une organisation. Sur quels critères j'identifie que ce besoin sera satisfait? Qu'est-ce que je vais exiger, mesurer comme niveau de performance? Est-ce que c'est flexible ou non? Le tout constituant une exigence. Donc, j'ai des exigences par rapport à valider l'acceptabilité, j'ai des exigences par rapport à l'accord financier, et j'additionne ces exigences-là pour checker une solution, savoir si elle est bonne ou non. Ces exigences doivent être indépendantes des solutions. Je reviens à mon PowerPoint. Écoute, bravo déjà d'avoir pu réaliser un 4e point, tu disais? Non, ça y est, on en est... Non, là, je m'arrête là, je répondrai, on a laissé quelques minutes pour les questions avec les perturbations qu'on a eues. Donc, c'est un passage au grand galop, bien entendu, mais vous avez identifié qu'il y a des étapes logiques, qu'elles ont un objectif qui est que les participants, les contributeurs s'éloignent de toute idée de solution, qu'ils essaient d'objectiver les besoins au maximum, qu'ils aient une préoccupation technico-économique de minorer les exigences, d'être au juste nécessaire, et que tout ça soit des éléments mesurables qui puissent être utilisés pour checker, pour voir si les solutions matchent ou non les exigences de ce cahier des charges. Pour ce qui est de la décision, il y a forcément la satisfaction fonctionnelle, la décision se prenant au niveau du projet, au niveau de l'entreprise. La satisfaction des besoins fonctionnels, eh bien, c'est la satisfaction du cahier des charges qui le dira, mais il y a aussi la satisfaction des objectifs stratégiques et des exigences extra-fonctionnelles,
vous y jetterez un coup d'œil. Par exemple, s'il y a des questions de compatibilité, s'il y a des questions de délai de développement, s'il y a des questions de risque, etc., c'est en dehors du cahier des charges. Le cahier des charges fonctionnel se préoccupe des aspects fonctionnels. Bravo, Jamil. Vraiment, tu as su tenir ton engagement et de passer, comme tu dis, en hélicoptère sur la structure et la démarche pour faire de l'analyse fonctionnelle. Mais alors, maintenant, on a quelques minutes, puis on pourra de toute façon décaler un petit peu. Tu ne pars pas tout de suite. Donc, si vous avez Non, des non, non, je suis à questions et si vous disposition. voulez qu'on discute de ce qui vous a été présenté, on reste présent maintenant. Mais pour ceux qui avaient des impératifs horaires, vous pouvez être libérés. Alors déjà, je voulais préciser plusieurs choses. Déjà que ce webinaire a été enregistré. On vous enverra le lien pour que vous puissiez le revoir. On vous fournira le PowerPoint qui a été visualisé, les documents que Jamil vous a proposés, comme la liste des questions et les exigences non fonctionnelles. Et aussi, je tenais à vous faire part que très récemment, la norme, parce qu'il y a une norme qui définit les exigences, ces aspects fonctionnels, l'analyse fonctionnelle, a été revue par la FNOR et la Commission européenne pour en faire une norme européenne. Cette dernière est en lecture, est en phase de lecture et est disponible pour tout le monde. Alors, au sein de la FAV, nous avons décidé de créer un study group pour ceux que ça intéresse. Un study group, ça veut dire que nous allons lire ensemble cette nouvelle norme d'analyse fonctionnelle, ce projet de norme européenne de l'analyse fonctionnelle. Vous êtes tous invités, je vous enverrai également le lien si ça vous intéresse. Ces 5 séances qui se dérouleront tous les mardis, je crois, à partir de début mai ou fin avril, et vous pourrez ainsi, comme ça, découvrir ce que exigent ou les exigences normatives en termes d'analyse fonctionnelle. Voilà. Alors, est-ce que vous m'avez posé des questions? N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Vous pouvez aussi ouvrir vos micros et Jamil se fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Jamil? Oui, moi j'en ai une. J'ai pas bien compris Bonjour. la différence entre les oui bonjour entre les fonctions intuitives et les fonctions potentielles du système en fait. Oui. Alors, il n'y a pas de différence entre fonctions là, c'est simplement la démarche, la méthode d'élicitation, la méthode de collecte des besoins. Donc, vous êtes chef de projet, vous rencontrez des gens qui sont en relation avec ce besoin, qui sont possesseurs d'un certain nombre de besoins, qui expriment une partie de ces besoins. Vous allez collecter ça, le mettre en forme. Ça, c'est un inventaire que j'appelle intuitif parce qu'il n'est pas guidé par une méthode. C'est simplement la collecte comme elle est tombée, et puis vous mettez ça en bon français, vous faites des phrases correctes, et puis ça vous fait une liste de fonctions. Et évidemment, si vous avez vu beaucoup de monde et que vous avez vu les bonnes personnes, vous aurez les fonctions principales qui seront là-dedans. Donc là, vous obtenez des fonctions du système. Mais maintenant, si vous voulez vous guider avec une méthode, vous allez utiliser la systémique en considérant que la boîte noire et ses interacteurs sont reliés par des interactions. Ces interactions, c'est ça les fonctions. Donc vous allez procéder par un déroulement de la combinatoire de ces interacteurs deux à deux. Je prends l'interacteur A et le B et on se pose en groupe la question, voilà, on a vu cet interacteur A, on a vu ses caractéristiques, on a vu le B, on a vu les caractéristiques, qu'est-ce qui pourrait se passer? Pas forcément ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on peut être créatif. Qu'est-ce qui pourrait se passer entre les lieux de fabrication de la nourriture et les lieux de distribution de la nourriture? Ben, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait se passer le transport, il pourrait se passer, voilà. Où on peut imaginer mettre le lieu de fabrication dans le lieu de consommation, c'est-à-dire avoir une restauration proxime, une cantine interne. Ça fait partie des possibilités. Donc, avec cette méthode-là, vous identifierez aussi des fonctions, vous identifierez aussi les mêmes que vous avez vues précédemment, mais vous en identifierez d'autres. Et c'est simplement la différence de process, de démarche pour les obtenir. D'un côté, on fait ça en exagérant au petit bonheur la chance, et de l'autre côté, on le fait en étant guidé par une démarche systématique. Alors, le temps que ça prend, je réponds à l'avance à une question fréquente. Quand on voit la combinatoire, on se dit ça va faire beaucoup de temps passé. En réalité, non, parce que très vite,
On va identifier les interacteurs qui produisent que des contraintes, les interacteurs qui réagissent l'un avec l'autre et pas avec, par exemple, la direction financière. On va très vite voir que ça ne réagit pas avec le malade, ça réagit pas, ça n'interagit pas. Donc le cerveau humain est très efficace là-dessus. Et pour dépouiller un système comme celui que j'ai présenté là, le système réel est 2 ou 3 fois plus complexe que ça, sûrement. Hein. Mais celui que j'ai présenté là, donc est un petit système, on fait ça en une séance d'une demi-journée avec un groupe. Un système courant, c'est 2, 3 demi-journées. Ça veut dire passer 2, 3 demi-journées pour identifier la totalité des besoins à satisfaire. Ce n'est pas du temps perdu, croyez-moi. Et D'accord. c'est assez rapide. Merci beaucoup pour votre question. Merci, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Djemil concernant cette analyse fonctionnelle, la démarche que nous venons de survoler à la vitesse supersonique, comme dirait Lucie? N'hésitez pas, on comprend totalement que vous n'ayez peut-être pas tout intégré à la vitesse où nous sommes allés. Mais comme je vous le disais, hein, on pourra revenir lors du study group à voir les différents points de l'analyse fonctionnelle. Également, lors de nos webinaires. Alors, attends, j'ai une question. Faut-il se limiter à un nombre de fonctions raisonnables entre interacteurs? Sûrement pas. Sûrement pas. J'ai vu une fois un logiciel qui avait prévu des limitations de nombre sur les fonctions, sur les interacteurs, sur... Non, non, sûrement pas. Il faut laisser tout ça ouvert. La question qui se cache derrière celle-ci est une question très importante. C'est quel est le degré de détail dans lequel on va aller. C'est là, l'équipe projet va décider de jusqu'où elle va aller, la finesse, la maille de son analyse. Bien entendu, si on est à la maille décisionnelle, je vais retenir les 3-4 grandes fonctions pour les malades. C'est-à-dire, j'ai de bons repas, j'ai pas les contre-indications sont toutes prises en cause, il n'y a pas d'erreur sur les repas, la quantité est bonne, c'est chaud et c'est bon, point barre. Et on va s'arrêter là. C'est pour la décision un système qui fournit ça. S'il ne fait pas tout le reste, peut-être qu'on passera au-dessus. Mais pour un cahier des charges normal, celui dans lequel on se situe, où l'hôpital a vraiment besoin de créer cette organisation, là, il faudra aller à un niveau de détail assez important et il ne faudra pas louper de fonction. Parce que le diable se cache dans les détails et on peut avoir une très belle solution qui va coûter tellement cher en maintenance qu'elle sera très, très mauvaise au final. Ah, oula, j'ai une autre question. Merci hein, pour cette réponse. J'en ai une autre et qui va te plaire. Comment faire exprimer des fonctions qui ne soient pas déjà des solutions? Parce que les gens, ils disent que c'est vrai que les personnes, généralement, ont tendance à te donner une solution quand on leur pose la question. C'est normal. C'est une gymnastique, c'est une ascèse pour ce qui est de l'animateur. C'est une ascèse, c'est une discipline, et puis à la fin, il finit par avoir l'esprit fonctionnel. Mais pour le commun des mortels, l'esprit ingénieur, nous pensons tous solutions. Donc, on va tous parler de solutions. Mais une fois que vous aurez redressé la barre dans le groupe en disant non, ça c'est une solution, par exemple, réchauffer la nourriture, ça fait référence au fait que la nourriture est froide et qu'il faut la chauffer. C'est pas, non. Ce qui compte, le besoin à satisfaire, c'est de fournir à la personne un repas à la bonne température. S'il n'est pas à la bonne température, je vais le réchauffer. S'il est déjà à la bonne température, je ne fais rien. Donc, je n'introduis pas le fait que j'utilise un micro-ondes ou que je le fais sur le gaz ou à la vapeur ou tout ça. Ça ne doit pas figurer. Comment le savoir? Il y a un aspect, un contrôle de validité qui est simple, c'est vous changer de solution et vous regardez si votre expression fonctionnelle est toujours pertinente. Si elle n'est pertinente que pour ce type de solution, c'est qu'il y a un morceau de solution dedans. Donc, vous enlevez réchauffer avec micro-ondes et vous mettez fournir des repas à la température et puis un criniflex, le niveau de température, le plus et le moins, etc. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le groupe, très vite, va se piquer au jeu. Et ce piquant au jeu va s'auto-censurer, pas au sens de censure, mais va auto-contrôler son expression, dire « Ah non, mais là, je suis en train de trimballer une solution. Non, je vais le dire autrement. » Et en remontant comme ça, de proche en proche, on finit par quitter le domaine des fonctions techniques qui sont du côté des solutions pour remonter vers les fonctions de service qui sont les besoins. Je peux compléter, Jamie, moi. C'est Olaf, notre ancien président de la FAV, qui posait la question souvent, à quoi ça sert
quand on donne une solution et répondre à quoi ça sert permet de remonter peut-être vers ce Oui, niveau fonctionnel. oui, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'en vois pas apparaître d'autres. N'hésitez pas, hein. Djemil est là, il peut même rester toute la soirée avec nous, hein. Bien sûr. Ça nous fera plaisir. Est-ce que vous pouvez allumer vos micros si vous voulez pour nous parler Oui, directement. c'est Bonjour. Cédric Jamil, bonjour, bonjour tout le monde. Ah, C'est c'est Baya. Baya. Je te reconnais, Baya. Oui, Alors, c'est très agréable de retrouver Jamil dans le cours. Ça nous rappelle nos séminaires à Tunis, hein, Jamil. Il faut qu'on tout à revienne à fait. ça. Bonjour, Alors, Bahia. bonjour. Alors, juste, Jamil, pour l'expression des fonctions, moi, quand j'ai appris, on m'a toujours dit, il ne faut pas mettre augmenter, faciliter, parce que ça, on les trouve plus dans les criniflex, Tout à c'est-à-dire fait. les niveaux. Donc, est-ce Tout à fait. que, et parfois dans les formations, je suis un peu à cheval sur ça, et puis c'est pas facile de trouver le bon verbe. Les gens augmenter, faciliter, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça? Parce que j'ai Ah, moi, vu je que suis dans une 100% fonction, d'accord. il y avait Donc, facilité. l'expression fonctionnelle, elle doit donner un verbe actif, c'est-à-dire ce que fait la solution. Donc, il faut qu'elle fasse quelque chose et elle doit nommer les deux interacteurs. Ça, c'est l'expression parfaite. Mais les adjectifs qualificatifs, courir vite, chauffer fort, etc., on les enlève tous parce que la qualification de la performance, elle est donnée par le Criniflex. Nous avons un outil par rapport, par exemple, à nos collègues américains qui, pour le même besoin méthodologique, utilisent la méthode SMART. Eh bien, eux, ils ont quelque chose qui est plus mou, qui n'est pas aussi rigoureux que ce Criniflex. Et donc, le distinguo entre ce qui est de la performance, ce qui est le niveau de qualité, tout ça est mélangé dans la fonction. Nous avons une fonction qui doit se rapporter, qui doit se ramener à un verbe. Et ensuite, il y a des expressions bateau qu'on dit toujours, qu'on utilise souvent, c'est permettre. Alors, permettre au malade de manger. Alors, permettre au malade de manger, on pense aux ustensiles, on pense à la disposition de la nourriture dans des plateaux extractibles, etc., enfin qu'on puisse sortir la nourriture de ces choses-là. Donc, permettre de manger ou de boire, c'est bien joli, mais ça ne permet pas de choisir entre plusieurs solutions, parce que tout ce qui n'interdit pas permet. Donc, permettre, ça ouvre la porte à n'importe quoi. Ça n'est pas spécifique. Et SMART, c'est bien spécifique, le S de SMART. Bon, SMART, c'est spécifique, measurable, etc. Eh ben, merci pour Il faut permettre. cette réponse. Damien pose une autre question. À quel moment sait-on qu'on a été exhaustif dans le recensement des fonctions? Bien, Puis des critères aussi. quand on a fait une bonne série d'interviews dans le cadre du cadrage du projet, d'interviews des parties prenantes, qu'on a collectées comme ça intuitivement, qu'on s'est penché sur les insatisfactions, toute insatisfaction, c'est un besoin qu'on va pouvoir caractériser très facilement. Les gens ne sont pas contents de la température, c'est trop froid. Ah bah, il y a un besoin, c'est que la température soit bonne, que les repas soient à la bonne température. Donc, collecter les besoins, c'est fondamental. En plus, c'est des besoins mal satisfaits. Alors, quand on a bien fait ce travail de collecte un peu en vrac, mais large, et qu'ensuite on déroule très systématiquement les interactions 2 à 2, on a couvert 99,99. Mais il n'y a pas de certitude mathématique. Ça, c'est rassurer complètement l'ingénieur qui est en nous, ça ne marche pas. J'ai fait le test avec un système, il y avait combien? Il y avait 100 et quelques interacteurs. C'était une automotrice pour un train. Wow. 100 et quelques interacteurs. Et on avait fait un groupe, 4 groupes de 4. On avait fait 16 séances en tout. C'était monstrueux. Et on avait construit un cahier des charges avec plus de 1000 fonctions. Plus de 1000 fonctions. Wow. Et des contraintes dedans. À la fin, le chef de projet m'a demandé, mais Jamil, on se connaissait bien après avoir fait tout ce travail ensemble, comment tu peux me garantir la question de Damien qu'on n'a rien loupé? Alors je lui dis, je ne peux pas te garantir. Elle me dit, comment on pourrait vérifier? Je dis, j'en sais rien.
Alors, on a cherché, puis on s'est dit, tiens, les anciens cahiers des charges des trains, parce qu'ils faisaient des cahiers des charges à la SNCF qu'ils appelaient fonctionnels, mais qui n'étaient pas fonctionnels ou très partiellement, si on les reprenait et puis qu'on les transformait en fonctionnels et qu'on regarde si on a bien les interacteurs et toutes les fonctions. J'ai dit banco, et on a pris le cahier des charges assez complet qu'il y avait d'un produit de la même famille, et on l'a dépouillé ligne à ligne. Et en remplaçant les libellés mous du genou de l'expression précédente en expression fonctionnelle pure et identifiant les interacteurs. Eh bien, on s'est aperçu à l'issue de ce travail qu'on avait loupé une fonction. Et parce qu'on avait loupé un interacteur, c'était un obstacle posé sur le rail. Non pas un obstacle sur la voie, ça on l'avait identifié, mais quand vous avez un petit caillou qui est posé sur le rail. Eh bien, sur les anciens trains, il y a un petit dispositif, un petit bras qui vient devant la roue, qui est un chasse-pierre, mais à échelle microscopique. Ce n'est pas le grand truc qu'on a dans les locaux western. Donc, ce chasse-pierre-là, on l'avait loupé, parce qu'on avait loupé le caillou. Nous, quand on était gamin, ben, on mettait des pièces sur les rails et on regardait les trains qui passaient, qui écrasaient les pièces, on récupérait les pièces écrasées. Ça, c'est un obstacle. Au niveau de la pièce, ça ne fait rien, mais si on met quelque chose d'assez gros, est-ce que ça peut faire dérailler le train, etc. Et on a essayé de dimensionner ça. On l'a dimensionné à 10 sur 10 au maximum qui tient l'équilibre sur un rail qui est bossu quand même, et 10 sur 10 en acier, donc assez lourd, assez dense. Et on s'est aperçu qu'au-delà de cette masse-là, finalement, c'est le dispositif qui écartait la pièce qui était tout cassée par l'inertie et puis qui allait foutre le boxon en dessous le train. Et puis, au-delà de cette taille-là, eh bien, la roue chassait l'obstacle. Finalement, c'était une fonction qui ne servait à rien. Ce n'était pas une fonction, c'était un truc qu'on faisait avant, traditionnellement, mais qui, en réalité, n'avait pas de véritable utilité. On l'avait loupé parce que tous les spécialistes étant autour de la table, il n'y en a aucun qui avait identifié jamais quoi que ce soit qui s'était passé avec quelque chose de cet ordre-là. Mais mathématiquement, on ne peut pas garantir. C'est une complexité. Merci. Les interacteurs, c'est le choix qu'on fait dans l'univers. Merci, Jamil. Merci, je vais continuer par d'autres questions. On me demande, alors peut-être que Thierry, si vous pouvez ouvrir votre micro pour nous préciser votre question. Thierry nous demande, est-ce qu'il existe une spécificité dans la méthode analyse fonctionnelle pour les logiciels? Pour l'analyse fonctionnelle, je suppose, des logiciels. Thierry, vous voulez compléter? Je ne sais pas si vous nous entendez. Je dirais non. Je dirais non, bien qu'il y ait des confrères qui éditent le cahier des charges d'analyse fonctionnelle, par exemple Constantinidis, qui est un collègue que je connais bien, édité un ouvrage avec les spécificités. Mais c'est un environnement dans lequel on se pose ces questions-là, mais il n'y a pas de spécificité méthodologique. Par exemple, sur la liste des besoins non fonctionnels que vous allez recevoir, c'est une liste qui est issue des systèmes d'information de IIBA, d'une association d'ingénieurs américaine, etc. Et à l'origine, c'est des systèmes d'information. Mais vous verrez en les lisant que vous pouvez appliquer 95% de ça à autre chose, à la fabrication des lunettes ou à n'importe quoi. Donc, il y a une parfaite perméabilité entre tous les thèmes. On va avoir des langages, des vocabulaires, on va avoir des instantiations qui sont différentes, mais la logique fonctionnelle, c'est bien la même. Je m'écarte de toute solution, je formule avec un verbe d'action ce que fait mon logiciel, et je l'ai pratiqué personnellement sur des logiciels, y compris sur des logiciels qui avaient l'air technico-techniques, comme par exemple un logiciel de guidage de machines de découpe de verre pour les opticiens, découper les verres aux dimensions des montures, etc. Eh bien, il y avait des logiciels pour faire ça, et il y avait des questions à se poser entre la façon de procéder allemande, la façon portugaise, etc., chez Essilor. Donc, ça s'applique parfaitement, hein. Merci, Jamil, pour cette réponse. On me demande encore une autre question. Est-ce qu'on peut ne pas trouver d'interaction entre interacteurs? Oui, c'est même une grande fréquence et c'est pour ça que ça va assez vite. Parce que quand je me pose la question dans le système qu'on a construit, enfin schématisé là tout à l'heure, eh bien, qu'est-ce qui se passe entre les financiers de la boutique, de l'hôpital et le malade, les financiers et le repas, les financiers, en réalité, les financiers, on va trouver leurs préoccupations au niveau du coût global et ce sera des préoccupations pas au niveau du cahier des charges fonctionnel, elles seront au niveau du cahier des charges du projet, c'est-à-dire au niveau des exigences projet, au niveau des objectifs stratégiques du projet. C'est là qu'on va
les trouver, et on va les trouver comme filtre pour choisir entre les solutions. J'ai un budget de 400 000, donc je vais choisir les solutions à moins de 400 000. Le directeur financier, il sera là. Mais on peut poser des interacteurs qu'on croyait être interacteurs et qu'on supprimera à la fin parce qu'ils n'interagissent avec rien. Mais sinon, un interacteur, a priori, il doit interagir avec au moins un autre interacteur du système, s'il est bien dans le système. Mais avec tous les autres, il peut ne pas interagir. Et c'est le cas le plus fréquent. Très bien. Bah, écoute, merci encore pour ces réponses. Il y avait Lucie, mais qui nous a quittés là, qui parlait aussi du diagramme fonctionnel, qui était un moyen de pouvoir représenter ces Oui, fonctions graphiquement pour que les gens oui, puissent oui, oui, tout à découvrir fait. et puis trouver peut-être des trous. Elle dit des trous Alors, dans les moi fonctions. je l'ai appelé organigramme fonctionnel Ah, voilà. et je l'ai cité comme étant l'objet qui se trouve entre la liste des fonctions des tableaux Cliniflex et le cadrage du projet dans le cahier des charges fonctionnel. D'accord. Les fonctions sont organisées d'une certaine façon, le groupe a décidé de les organiser d'une certaine façon, eh bien, c'est un organigramme fonctionnel, et cet organigramme qui est visuel, eh bien, on peut effectivement, comme le disait Lucie, on peut identifier des trous dans la raquette. Voilà, d'accord. Très bien. Alors ça peut être aussi, et il en existe plein d'autres, je crois, d'outils, hein. Ah, Mais alors tout ah, ça, on vous les garde en réserve pour nos prochains webinaires, parce que nous avons des webinaires à la fois comme ça pratiques, où on présente ce que fait l'analyse de la valeur, et nous avons aussi des webinaires qui présentent des outils, des techniques pour faire de l'analyse de la valeur. On a eu, comme tu le disais, la bague de Régnier. On en aura d'autres concernant la décision par critère, par exemple. Donc, écoute, oui, je, Cédric, je si je peux crois me que... permettre Oui, je d'ajouter t'en une prie. chose, il va y avoir prochainement sur notre site ou sur notre YouTube, il va y avoir des éléments de cours, des fragments de cours. Pour démarrer, ce sera des cours à moi d'ailleurs, mais des fragments de cours sur telle ou telle notion. Donc, ça sera un peu plus développé que dans ce qu'on vient de faire ici, où on est passé en hélicoptère sur tout. Alors, écoute, Ce ne sera pas écoutez, forcément à ouais. disposition de tout le monde, ce sera peut-être à disposition que des adhérents, mais Ah, en tout cas, ça sera on public. verra. On verra, mais d'ailleurs, justement, adhérer à la FAV, comme vous le constatez, nous avons une dynamique aujourd'hui importante. Et puis, l'analyse de la valeur dans ces périodes troublées est souvent très utilisée. Donc, nous vous recommandons fortement C'est très d'adhérer gentil. à notre association, la FAV, une association qui est historique, hein. Ça fait déjà beaucoup d'années qu'elle existe. 45. 45 ans. On va les fêter, je crois, cette année. Donc, Oui. écoutez, merci encore, Djemil, déjà, vraiment, pour avoir réussi cet exercice, cet d'équilibriste, pour nous présenter l'analyse fonctionnelle. Comme je vous le disais, nous ferons un study group sur ce sujet-là pour regarder le projet de norme européen concernant l'analyse fonctionnelle. Nous vous envoyons très prochainement tous les éléments qu'on vous a cités tout à l'heure, le PowerPoint, la vidéo de cette présentation, les documents qui seront fournis en complément. Merci encore à toi, Jemil. Merci à vous d'avoir Merci à tous ces d'être participants. resté jusqu'à à ce moment. Et à la prochaine, alors, prochain webinaire, prochain study group. Merci à tous, bonne soirée et à très bientôt. Excusez-moi, comment juste on fait pour être au prochain webinaire? Il faut adhérer à la FAV, du coup, c'est ça? Alors, oui, et vous avez bien fait de poser la question. Nous avons vos mails, comme vous vous êtes enregistrés, et nous communiquons régulièrement à ces gens-là les prochains webinaires. Mais Super. en effet, si vous adhérez, vous serez encore mieux informés. Ok, super, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. À la prochaine, Cédric. Merci beaucoup. À bientôt. Bravo pour ton travail sur les vidéos de Jemil. On en reparle. Ciao, ciao. Ciao, ciao.